des principaux enseignements de l'EMC que nous avons, que nous avons mis dans une plaquette que nous avons réalisée entre 2021 et 2022, où on a les principaux chiffres clés de cette enquête. Alors, premier enseignement de l'EMC, c'est qu'on a une baisse de la mobilité sur l'ensemble du territoire qui est de plus de 6%. Alors, on était à 3,9 déplacements par jour et par personne en 2009 et on est passé à 3,4. On a également perdu plus de 400 000 déplacements à l'échelle de l'ensemble du périmètre de l'enquête EMC2. C'est une tendance nationale. D'autres agglomérations ont vu une baisse de leur mobilité, je pense notamment à Grenoble. Et elle peut s'expliquer par différents facteurs, que ça soit sociétal, que ça soit une optimisation des déplacements, etc. Nous, on n'a pas encore, on a des pistes de réflexion, mais on n'a pas encore creusé pourquoi, enfin, on ne sait pas encore avec certitude pourquoi on a cette baisse de déplacement. Concernant le week-end, les déplacements sont de on a 6,3 millions de déplacements le samedi et le samedi et le dimanche. À l'échelle de la métropole, on voit que les déplacements s'effectuent majoritairement au sein des bassins de mobilité qui ont été définis par le plan de mobilité, avec peu d'échanges entre la métropole et l'extérieur de la métropole. Ce qui nous montre bien que le territoire vécu quotidiennement par les habitants de la métropole se localise vraiment à l'échelle des bassins de mobilité. Concernant les distances et les durées, on a aussi une baisse. En moyenne, une personne va parcourir dans une journée 21,6 km par jour et va passer 1h13 de sa journée à se déplacer. On perd on perd 5 minutes au cours d'une journée à l'échelle du périmètre de l'EMC et on va, selon les différents périmètres, cette distance et ces temps vont varier. Le week-end, qu'est-ce qui se passe? Les déplacements sont plus longs le samedi que le dimanche. Au total, on passe 1h45 à se déplacer dans le week-end. Là, les distances sont vraiment plus importantes qu'au cours de la semaine, car le samedi et le dimanche, on effectue plus de 53 km sur la totalité du week-end. Les durées de déplacement et les kilomètres sont plus importants le samedi. Soit on a 58 minutes de temps de déplacement le samedi, 47 minutes le dimanche et 27 km le samedi, 26 km le dimanche. Concernant comment on se déplace, notre part modale, on a une baisse de la voiture sur l'ensemble du périmètre de l'enquête mobilité. Cette baisse, elle est au profit des modes alternatifs à la voiture. On voit qu'on a une part modale marche qui est plus importante, mais aussi une utilisation des transports en commun qui est plus importante. Cette part modale est différente selon où on se trouve dans le périmètre de l'EMC. Par exemple, à Marseille, on peut voir que la voiture a diminué, mais aussi que la marche est quasiment à égalité de la voiture, avec seulement un point d'écart entre la voiture et la marche. Le week-end, on se déplace majoritairement en voiture, avec une part modale voiture qui est très importante, largement supérieure à celle de la semaine. C'est le samedi qu'on utilise plus la voiture et le dimanche, on va utiliser la voiture de façon moins importante.
Concernant la différence de déplacement entre les hommes et les femmes, on s'aperçoit on a des femmes qui vont se déplacer souvent avec en mode de transport, enfin par des modes de transport qui vont utiliser plus l'ETC et qui vont se déplacer plus souvent en marchant. Au contraire, les hommes, eux, sont plus utilisateurs de la voiture. Concernant le nombre de déplacements entre les hommes et les femmes, il y a peu de différence. Les hommes se déplacent plus que les femmes. Après, concernant vraiment ces différences de déplacement, elles sont vraiment visibles si on étudie des critères sociodémos plus fins, comme l'âge des femmes ou la profession des femmes, si elles sont au foyer, si elles sont actives. Là, on va vraiment voir des différences de mobilité entre les hommes et les femmes. Pour les parts modales selon les classes de distance, on a on a plus de marche à pied, enfin, on a une évolution de la marche sur les longues distances entre 2009 et 2019. On a également une diminution de la voiture sur des classes de distance qui sont plus de l'ordre de la proximité, on va dire entre 1 et 3 km, mais aussi sur des distances un peu plus longues, entre 3 et 5 km. On a aussi une utilisation du transport en commun qui est plus présent sur les classes de distance que je viens d'évoquer, et enfin non, de 3 à 5 km et de 5 à 10 km. Comment les personnes se déplacent grâce à l'enquête ménage déplacement? On a aussi des informations sur l'équipement des ménages. Ici, on a réussi à faire une évolution de la motorisation des ménages sur plus de 20 ans grâce à l'enquête ménage de 1997. On s'aperçoit que la motorisation des ménages a augmenté, même si elle a faiblement augmenté, elle augmente de 1 point. Après, si on se penche un peu plus sur la composition de la motorisation des ménages, on a une diminution de la multimotorisation qui va perdre 5 points, et on a une augmentation des non motorisés d'1 point. Et forcément, les personnes monomotorisées, c'est-à-dire qui n'ont qu'un véhicule, augmentent de 4 points. Concernant l'équipement en termes des personnes, en termes de transport en commun, on a une forte augmentation de la part d'abonnés au transport en commun sur l'ensemble de l'enquête ménage. Elle est plus importante selon les différentes localisations, avec quasiment plus 10 points à Marseille et plus 5 points à Aix-en-Provence. Les personnes qui sont le plus abonnées, ce sont les étudiants, où là aussi on voit une forte évolution, une forte augmentation de la possession de l'abonnement d'une carte de transport en commun, alors qu'au contraire, chez les actifs, on va voir qu'il y a peu d'évolution. Chez les travailleurs à temps plein, on n'a aucune augmentation, et chez les travailleurs à temps partiel, on va avoir une augmentation de seulement 2 points. On a aussi des diminutions chez certaines catégories, chez certaines occupations, comme les chômeurs et les retraités. Et aussi les personnes au foyer. Autre fait marquant de l'enquête ménage déplacement est l'usage du vélo. On se rend compte qu'il y en a un regain de l'utilisation du vélo lors de nos déplacements, avec presque une évolution x2 en l'espace de 10 ans. Cette évolution reste quand même minime, car on était sur des volumes qui étaient très peu importants. Du coup, c'est vrai qu'on ne pouvait
on ne pouvait que progresser. La pertinence du vélo et aussi des engins de déplacement, style les trottinettes, sont plus pertinents sur des courtes distances. On voit que l'utilisation est très importante sur des distances inférieures à 3 kilomètres et elle va diminuer dès lors qu'on dépasse les 3 kilomètres et devenir presque très faible au-dessus des 10 kilomètres. Pourquoi les gens se déplacent? Alors, on a une faible évolution des motifs de déplacement avec le motif déplacement numéro 1 qui reste le loisir. Après s'ensuit l'achat et le travail. On a une diminution du motif accompagnement dans les déplacements. Et par contre, on a un fort contraste entre les déplacements qui sont effectués la semaine et les déplacements qui sont effectués le week-end. Le week-end, le motif loisir est largement dominant. S'ensuit du motif achat et bien sûr, le motif travail diminue fortement. Pourquoi se déplace-t-on et comment on le distingue selon le genre? On va s'apercevoir que les femmes et les hommes ne se déplacent pas pour les mêmes raisons. Nous avons des déplacements qui sont plus importants pour l'accompagnement chez les femmes, alors qu'ils vont être moindres pour les hommes, et des déplacements moins importants des femmes pour le travail, et ils vont être plus importants chez les hommes. Là aussi, comme les modes de déplacement, si on regarde plus finement, selon l'occupation de la femme ou de l'homme, ou selon l'âge de la femme et de l'homme, on va voir que les motifs de déplacement vont varier énormément. En tête, j'ai l'exemple du motif accompagnement des femmes qui ont entre 30 et 40 ans, qui ont un motif largement supérieur aux hommes dans l'accompagnement. Mais aussi, selon les occupations, une femme qui est au foyer ou une femme qui est sans emploi va se déplacer énormément pour le motif accompagnement, alors que l'homme, lui, va avoir une part de déplacement loisir qui est plus importante que celle de la femme. Comment se déplace-t-on au cours d'une journée? On s'aperçoit qu'on a des heures de pointe qui se situent entre 7h et 9h et 16h et 19h. Ces heures de pointe, elles ont peu évolué, même si elles sont un peu plus tôt le matin. Le gros changement se situe majoritairement durant l'heure de pointe du midi, qui, qui, qui est de moins en moins importante. Et en fait, c'est parce qu'il y a moins de retours à domicile. On a une baisse du retour à domicile entre midi et 2 de 30% et une baisse aussi de l'accompagnement de 85% entre midi et 2. Si on regarde un peu plus en détail les motifs de déplacement pendant ces heures de pointe du matin et du soir, le motif travail domine largement en heure de pointe du matin. Il est beaucoup moins important en heure de pointe du soir. Et à contrario, le motif qui va dominer en heure de pointe du soir, ça va être le motif loisir. On a une évolution du motif travail qui baisse de 4 points en heure de pointe du matin, mais il va augmenter de 3 points en heure de pointe du soir. On a aussi une évolution au niveau des achats, où on a une baisse de 3 points en heure de pointe du soir. Grâce à l'échantillon Covid de l'enquête, nous avons pu tirer des premiers enseignements sur la mobilité des personnes pendant la période Covid.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé du coup pendant la crise sanitaire? On se rend compte qu'on a une très légère baisse des déplacements après le premier confinement. On était à 3,4 déplacements par personne et par jour avant la crise sanitaire. On descend à 3,3 déplacements pendant la période de Covid. Cette baisse, elle est assez inégale selon les territoires. Par exemple, Aix-en-Provence n'a aucune baisse de déplacement et elle est assez minime comparée à ce qu'on a pu entendre lors de la crise sanitaire. Si on regarde plus en détail la baisse des déplacements selon les occupations principales des personnes, ce sont les étudiants qui vont perdre le plus de déplacements, avec moins 0,5 déplacements par personne et par jour. Les travailleurs en temps plein vont aussi perdre moins 3, les chômeurs moins 3, moins 0,3 et les retraités moins 0,3. Les travailleurs à temps plein sont ceux qui vont perdre le moins de déplacements, avec seulement moins 0,07. Et les personnes au foyer, eux, vont pas perdre en déplacement, mais vont gagner en déplacement avec plus 0,27 déplacements par personne et par jour. Le gros changement les gros enseignements qu'on retire de cette période Covid, ça concerne majoritairement les télétravailleurs, où on a une augmentation des personnes qui vont télétravailler au moins une fois par semaine. On était de 5% avant la crise et on va passer à 12% pendant la crise. Le volume aussi d'actifs télétravailleurs, il a plus que doublé. On passe de 40 355 avant la crise à plus de 95 000. Et si on regarde plus en détail les jours qui sont le plus télétravaillés, ce sont le vendredi et le jeudi, et le jour le moins travaillé est le lundi. Voilà, j'ai fini pour ma présentation sur les principaux enseignements. Je laisse la place aux questions. Donc, c'est parti. Je peux... Si quelqu'un souhaite parler. Donc, ça me fait rebondir sur le fait que nous avons la chance d'avoir le vice-président transport de la région Sud, qui justement est très concerné du fait de la gestion d'être déjà l'AOM de référence pour l'intermodalité et de gérer aussi tous les réseaux interdépartementaux et départementaux d'ailleurs. Donc, si jamais vous avez un mot, Monsieur Cérus, concernant ces résultats. Alors, peut-être pour commencer, vous saluer. Excusez-moi, je me suis connecté un petit peu tard. J'ai eu des difficultés de connexion. Et je suis très à l'écoute Je suis très à l'écoute, évidemment, de la présentation de ces résultats qui enrichissent notre réflexion avec un certain nombre d'évolutions que nous pressentons, que nous mesurons par d'autres indicateurs. Donc, effectivement, en termes de mobilité, on est dans un véritable moment d'évolution et de transition du comportement des citoyens, puisque avant d'être des utilisateurs, ils sont avant tout des citoyens. Et j'apprécie beaucoup, en tout cas dans ces enquêtes mobilité, le soin qui est apporté à la définition des raisons des déplacements et l'évolution des comportements vis-à-vis de tout cela. Alors évidemment, notre rôle, vous l'avez souligné, il est finalement double, voire triple. D'abord, nous sommes autorité organisatrice sur un certain nombre de services, qui sont des services collectifs régionaux, les TER et les lignes express régionales, avec effectivement un certain nombre de services
dont nous avons hérité lors des transferts de compétences et qui étaient des services départementaux. Donc on peut dire que l'autorité organisatrice, aujourd'hui, elle agglomère toutes ces fonctions et on essaye de les organiser dans un cadre d'autorité organisatrice régionale. Nous avons évidemment, vous l'avez souligné aussi, de par la loi, et nous travaillons avec la cinquantaine d'intercommunalités, les métropoles, les communautés d'agglo, les intercommunalités, sur finalement la complémentarité entre les autorités locales et l'autorité régionale. Et nous avons à cœur, troisième mission, comme vous l'avez indiqué, de développer et déployer l'intérêt. Je sur ce point, sur la présentation des résultats tels qu'elle vient d'être faite, on constate que les évolutions dont je parlais, elles s'opèrent aussi de mode de déplacement à mode de déplacement. Et je pense qu'il faut en tout cas être très attentif à la façon dont les choses vont évoluer face à deux phénomènes qui me paraissent tout à fait importants. Le premier phénomène, c'est évidemment le coût du déplacement en véhicule personnel. Je pense qu'il faut s'attendre dans les mois et les années qui viennent à des phénomènes renforcés en matière d'intermodalité, sur les courts déplacements vers les modes actifs, par exemple, sur les déplacements plus longs, sur les transports collectifs, sur les déplacements du week-end. J'ai aussi beaucoup apprécié les données sur les déplacements du week-end. Je crois qu'il faut s'attendre à un certain nombre d'évolutions aussi à ce niveau. Si on parle des activités de loisirs, on commence à constater une diminution de la distance parcourue pour aller pratiquer un certain nombre de tarifs. Ça se voit, par exemple, dans les communes touristiques qui mesurent un certain nombre de choses. C'est le cas ici à La Roque-d'Enterron, dont je suis le maire. Donc, premier élément où on va forcément observer des évolutions peut-être plus rapides et peut-être plus forcées, dues à l'évolution des coûts, l'utilisation du véhicule personnel. Puis, il y a également aussi une évolution des modes d'organisation du travail. Vous avez parlé du télétravail. Je suis personnellement très attentif à ce qui est en train de s'organiser. J'entends beaucoup d'employeurs aujourd'hui finalement revoir leur point de vue vis-à-vis du télétravail, voire augmenter la part du télétravail lorsque c'est possible, avec un certain nombre de leurs collaborateurs, aussi pour agir sur le curseur de la diminution du nombre de déplacements. Donc, ces enquêtes et les enquêtes qui suivront sont absolument indispensables pour nous aider, en tout cas les acteurs de la mobilité, et plus particulièrement les autorités organisatrices, à la fois à accompagner les évolutions, et je dirais surtout à les anticiper. Vous le savez, derrière ces évolutions-là, il y a tout un travail d'anticipation sur les infrastructures et sur l'organisation des services. Voilà, en tout cas, merci mille fois pour ces webinaires. Ils sont très précieux et je ne vais pas plus loin, à moins que vous ayez des questions vous-même à me poser. Merci en tout cas de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup pour cet exposé. Nous avons une main levée. Valérie Contino. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, Valérie Contino, Cap Énergie. J'ai une question. Vous avez abordé le nombre de kilomètres parcourus en semaine, avec un temps de parcours donc d'1h13 là, quand on parcourt en moyenne 21 km par jour. Donc j'ai compris que ça, c'était toutes par modal confondu. Est-ce que vous avez une idée du temps de parcours et de l'évolution dans le temps des temps de parcours pour la part de la voiture?
En gros, ma question, c'est pour faire 21 km en moyenne aujourd'hui en semaine, est-ce qu'on met beaucoup plus de temps qu'auparavant? C'est un peu le sentiment qu'on a quand on est utilisateur et qu'on se déplace à titre professionnel. Et comment ça évolue, ce temps de parcours? Ton micro, Stéphanie. Pardon, on n'a pas regardé en détail pour la voiture pour voir si la vitesse avait augmenté ou diminué. Après, ce qu'on a vu à l'échelle de l'ensemble des déplacements, c'est que la vitesse diminuait. Mais après, cette vitesse diminue parce qu'on a une part modale, mode actif qui est plus importante qu'il y a 10 ans. Mais on creusera en détail la question de la voiture pour savoir si la vitesse a diminué ou augmenté. Merci. Et je me permets de prendre la parole. J'ai vu que dans le chat, il y avait des questions concernant les analyses du genre. Alors, oui, il y a eu une évolution concernant le chef de famille selon les critères du CEREMA. Et maintenant, on interroge toutes les personnes, enfin tous les déplacements des personnes. Cependant, peut-être que le CEREMA qui est présent pourra répondre à cette question. On a également dans l'enquête ménage déplacement un fichier opinion. Et dans ce fichier opinion, c'est seulement le chef de famille qui est interrogé. Donc avec des critères, c'est l'homme qui est interrogé. Et c'est vrai que c'est dommage parce que du coup, on perd une information précieuse sur ce que pensent les gens de la mobilité, des transports en commun, des différents modes de transport. Peut-être que quelqu'un du CEREMA pourrait répondre à cette interrogation concernant la partie opinion. Gaël, tu veux répondre? Éventuellement, je complète. Ah. Goran, tu peux y aller. Alors, pour ce qui est de la fiche opinion, alors il faut savoir que de plus en plus, dans nos enquêtes, on intègre des questions d'opinion à la fiche personne. Donc, il n'y a plus de fiche opinion en tant que telle dans le standard depuis quelques années. Donc, les fiches opinion qu'on intègre portent souvent sur des personnes tirées au sort de 16 ans et plus. Donc, c'est aléatoire. Il n'y a pas de notion de chef de famille. Ça peut être la personne de référence ou ça peut être aléatoire. Donc tout dépend de la définition du questionnaire. Johan, tu peux me compléter vu ton expérience dans, dans la matière. Donc il n'y a plus de règles sur... nous, on a fait les deux situations dans le Sud. Les deux situations, c'est-à-dire Oui, c'est-à-dire, ça fait quoi comme écart selon la manière dont vous faites le questionnaire? Est-ce que vous avez mesuré les écarts? C'est ça qui est intéressant. Les écarts par rapport à quoi? Selon que vous fassiez une enquête même d'opinion, avec cet axe, ce biais de dire on interroge le chef de famille qui induit beaucoup de biais. Et selon que vous fassiez avec un adulte, peu importe lequel, est-ce que vous avez mesuré s'il y avait des écarts dans les résultats? Parce que vous venez de nous dire, dans le Sud, on a fait on a fait les deux. Alors, vous voulez dire quoi par là, en fait? Non, alors il n'y a pas de... Enfin, statistiquement, comment dire, il n'y a pas de biais par rapport à la notion de chef de famille, puisqu'il n'y a plus de notion de chef de famille comme ça a été expliqué dans le fil de conversation. Donc, c'est la notion de personne de référence qui est posée. Ensuite, comment dire,
Enfin, moi, je ne suis pas statisticien, hein, mais s'il y a quelqu'un, je ne sais pas, Johan ou Gaël, qui peut préciser qu'il n'y a pas de biais statistique par rapport à la fiche opinion. Parce que de toute façon, après, en termes de volume, tout s'équilibre. Donc, et pour ce qui est de votre deuxième question, c'était… En fait, moi, je suis sociologue, monsieur, et je vous affirme qu'il y a des biais. Lorsque on procède ainsi, je voulais juste savoir si, puisque vous avez pris conscience qu'il fallait modifier quelque chose et vous l'avez fait, c'est très bien, c'est très, très, très bien. Mais apparemment, il y aurait dans l'enquête d'opinion encore des résidus de ce chef de famille. Et la question qui est intéressante, vraiment qui est intéressante, c'est de mesurer s'il y a un écart. Et je peux vous assurer… Alors, lorsqu'on intègre des questions d'opinion, je précise, par exemple, l'opinion sur les raisons de fréquentation des TC ou d'usage du vélo, lorsque ces questions sont intégrées à la fiche personne, il n'y a pas de biais. Puisque les gens, lorsqu'on est dans du face-à-face, tout le monde répond. Et lorsqu'on est dans du téléphone, c'est le tirage aléatoire qui détermine les personnes qui répondent. Ensuite, lorsque on a une fiche spécifique d'opinion qui est posée, soit on peut la relier à la personne de référence du ménage, soit on peut la relier à une personne de 16 ans et plus qui sera tirée au sort. Voilà. Donc il y a et lorsque donc ça peut être un adolescent qui répondra à une question d'opinion spécifique. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais Je pense que Oui, mais pour le merci. après, Johan, tu peux compléter, hein, parce que tu as ta vision aussi, ton expérience passée. Ben, théoriquement, la notion justement de personne de référence, c'était pour aider aux différents redressements, parce que la notion de personne de référence avait été réalisée, et me semble-t-il peut-être encore un petit peu réalisée par l'INSEE, puisque tous les redressements se font par rapport à cette référence-là. Donc, c'était juste pour donner pourquoi cette notion subsistait, c'est pour les redressements par rapport à l'INSEE, théoriquement. Donc, ensuite, il y avait une question d'Emel Kerbeck, donc de la région sud, qui posait la question de, il y a des résultats globaux et est-ce qu'il y a des analyses qui sont faites par EPCI au niveau des déplacements? Alors, je me permets de répondre. D'abord, on a travaillé pour l'instant uniquement sur la métropole, et dans la métropole, il n'y a qu'une EPCI, c'est la métropole. On avait des territoires, enfin on les a encore jusqu'à demain, enfin jusqu'à ce soir plutôt. On a quand même travaillé sur les bassins de mobilité, bassin par bassin, pour voir les écarts qu'on pouvait avoir entre ces différents bassins. On a des résultats qui ne sont pas très contrastés, à part Marseille, ensuite Aix et le reste du territoire. On l'a vu sur la première carte qu'a montrée Stéphanie, donc sur la première page, je crois, c'était les échanges entre ces bassins. Globalement, les bassins correspondent aux anciens territoires, sauf le secteur Vitrolles-Marignane, mais en tous les cas, pour le reste, on est dans une métropole multipolaire, ça on le dit souvent et je le répéterai après, mais qui fonctionne d'une manière multipolaire. On a une grosse influence des villes-centres que sont Salon, Martigues, Istres, Aubagne, Aix et Marseille sur leur territoire, mais les échanges entre territoires ne sont pas excessivement importants, ce qui est assez surprenant d'ailleurs pour une ville de 850 000 habitants, qui n'a pas un impact aussi fort que peuvent avoir les autres métropoles sur leur environnement proche. Il faut voir aussi qu'on n'est pas dans une conurbation et que l'on a des distances assez importantes entre ces différents pôles. On voit des différences. On est en train d'analyser certaines choses, en particulier sur les différences, par exemple, entre la mise en gratuité des transports à Aubagne et la piétonisation
du centre de Salon, qui sont deux façons d'aborder la mobilité différentes et qui ont des effets un peu différents, mais en tous les cas, ont les deux eu des effets sur l'usage des transports, sur l'usage de la marche et sur la baisse de la voiture. On est en train d'engager justement cette analyse territoriale avec toutes les précautions d'ailleurs statistiques, et c'est une des critiques qu'on peut faire de ces enquêtes, c'est que quand on descend en échelle ou qu'on veut préciser des catégories, on est très vite en dessous des seuils statistiques. Donc on doit rester très prudent par rapport à ça, de manière à ne pas dire n'importe quoi non plus.